Depuis petit, mes parents m'ont toujours dit, tu pourras être tout ce que tu voudras être, tu pourras faire ce que tu voudras faire. Et c'est quelque chose que j'ai entendu mes parents dire, mais je n'y croyais pas totalement. Alors j'ai voyagé à travers le monde, je me suis pris en main, j'ai gardé la tête haute, et je suis restée là et j'ai regardé les gens dans les yeux et j'ai parlé aux gens comme si je méritais tout ce que cette planète avait à offrir. Alors je veux simplement dire aux enfants qui me regardent et aux gens qui regardent aussi que Confucius a dit un jour, l'un disait qu'il pouvait et l'autre disait qu'il ne pouvait pas. Les deux avaient raison. Alors je me tiens ici devant vous et pendant que je tiens ce prix, je veux remercier ma femme de tout cœur et je veux que vous vous rappeliez que vous pouvez tout réaliser, tout réaliser. Vous cherchez des conseils pour réussir, vous voulez tout simplement de la motivation et de l'inspiration pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie et croire en vous. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit et vous le savez en plus. Salut à tous, c'est Mélissa de Miss Imparfaite. Je suis la boule d'énergie qui va vous donner de la motivation et de l'inspiration pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie, ces objectifs qui vous tiennent tant à cœur et croire en vous. Aujourd'hui, nous allons parler des conseils inspirants pour réussir de Will Smith. Franchement, je suis contente de vous retrouver sur cette vidéo et j'avais hâte de vous partager la valeur qu'apporte Will Smith. Alors Will Smith, c'est un acteur, un producteur, un rappeur, un youtubeur, un mentor inspirant qui ne cesse de se renouveler. Il est né au sein d'une famille modeste de Philadelphie. Son père avait une petite entreprise de réparation de frigo et sa mère travaillait dans une école. Oui, il a toujours été ce petit garçon un peu tchatcheur qui avait énormément de réparties. Voilà pourquoi il sera surnommé Prince au lycée. À la fin de son lycée, il va décider de ne pas poursuivre à l'université et il va plutôt se lancer dans une carrière de rappeur. Alors ce sera un pari gagnant puisque avant l'âge de 20 ans, il va avoir son premier million. Mais justement, comme il aura mal géré son argent, il aura mal estimé aussi ses impôts, du coup il va tout simplement faire faillite. À la suite de ça, il va tomber sur l'opportunité du Prince de Bel-Air et pendant les 3 premières saisons, il va se retrouver à donner 70% de ses revenus aux impôts, effectivement, pour pouvoir se refaire. Mais comme on dit, la chance n'existe pas, le hasard n'existe pas, mais c'est la rencontre de la préparation et de l'opportunité. Et oui, il s'était mis dans des conditions, en tout cas, pour pouvoir recevoir ces opportunités. Alors, je vous laisse découvrir les conseils inspirants pour réussir de Will Smith. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous tout de suite à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est bon, c'est bon. N'hésitez pas aussi à remplir le petit questionnaire qui est en début de description si vous voulez que j'aborde un mentor en particulier ou tout simplement que je vous aide. Alors je vous laisse découvrir les conseils inspirants pour réussir de Will Smith et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. À tout de suite. Avoir l'occasion d'étudier la grandeur, à chaque fois que vous en avez l'occasion, il y a certaines subtilités qui vous permettront de clarifier un peu plus qui vous êtes. Votre identité devient d'autant plus claire. La définition de qui je suis est très claire pour moi. Et cette opportunité a aussi redéfini qui je veux être. Grâce à cela, je sais pertinemment que je suis plus fort que je ne le pensais. Vous savez, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander que ferais-je si j'étais dans la peau de Mohamed Ali. Je ne suis pas le meilleur à quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Eddie Murphy est plus drôle que je ne le serai jamais. Denzel est plus puissant que je ne le serai jamais. Je pense que ma force est que je peux tout faire de manière convenable. Je peux faire un peu tout et c'est ce sur quoi je me concentre pour en faire ma force. Je ne pourrai jamais rivaliser avec Denzel. Pour moi, ma motivation a été d'être le gars qui fait ce que les gens disent qu'ils ne pouvaient pas faire. Et je pense que ça a commencé en essayant de plaire à ma mère, en essayant de plaire à ma grand-mère. Elles ont toujours voulu le meilleur pour moi. Elles ont toujours voulu le plus pour moi. Et ça en est arrivé au point où je voulais faire quelque chose de grand. Je voulais être quelqu'un. Et cette volonté m'a fait choisir certains rôles, m'a fait refuser d'autres rôles. Et
Ça allait au-delà d'une image que je voulais projeter. Je voulais être le type de personne qui était la première personne à arriver et la dernière personne à partir. C'est la personne que je voulais être parce que je pense que la voie de la réussite passe par l'engagement profond et par la ténacité à avancer à travers cet engagement quand les choses deviennent difficiles, parce que les choses vont devenir plus difficiles. Vous allez vouloir abandonner parfois, mais cette volonté sera tempérée par qui vous êtes et encore plus qui vous voulez être. J'ai définitivement compris que mon désir d'être acteur venait de mon désir de me réaliser. Je ne me suis jamais vraiment considérée comme quelqu'un de particulièrement talentueux. Là où j'excelle, c'est en ayant une exaspérante et méticuleuse éthique de travail. Vous savez, pendant que les autres dorment, je travaille. Pendant que les autres mangent, je travaille. La frontière entre les talents et les compétences est l'un des concepts le plus mal compris par les personnes qui essayent d'exceller, qui ont des rêves, qui veulent accomplir des choses. Le talent, c'est quelque chose que vous avez naturellement. La compétence n'est développée que par des heures et des heures et des heures de travail acharné dans votre domaine. J'ai toujours su que je pouvais travailler assez dur, qu'il n'y avait pas de problème avec la discipline ou avec la capacité à faire des sacrifices ou la volonté de faire des sacrifices. Il n'y a pas de solution facile pour y arriver, quel que soit votre talent. Votre talent ne va pas être à la hauteur si vous n'êtes pas compétent, si vous n'étudiez pas, si vous ne travaillez pas vraiment dur à être meilleur tous les jours, chaque jour. Je viens tout juste d'avoir un débat avec une amie à moi et on était coincés sur la différence entre la faute et la responsabilité. Elle n'arrêtait pas de répéter « c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de l'autre ». Et je lui disais que peu importe à qui va la faute, si quelque chose se brise, il en va de votre responsabilité de le réparer. Par exemple, ce n'est pas de votre faute si votre père était un alcoolique violent. Mais il est clairement certain que c'est de votre responsabilité de savoir comment combattre ce traumatisme et continuer à vivre en dépassant cela. Ce n'est pas de votre faute si votre partenaire vous a trompé et a causé la perte de votre mariage. Mais il est clairement certain qu'il en va de votre responsabilité de découvrir comment prendre cette douleur et surmonter cette douleur pour vous bâtir une vie plus heureuse. La faute et la responsabilité ne vont pas ensemble, c'est dur. Mais c'est le cas. Quand on se dit que c'est la faute de quelqu'un, nous voulons qu'il souffre, nous voulons le punir, nous voulons qu'il paye, nous voulons que ce soit sa responsabilité de le réparer. Mais ce n'est pas comme ça que cela fonctionne, particulièrement quand il s'agit de votre cœur, votre vie, votre bonheur relève de votre responsabilité uniquement. Aussi longtemps que nous pointerons l'autre du doigt et resterons coincés à chercher à qui est la faute, nous sommes coincés et piégés en mode victime. Quand vous êtes en mode victime, vous êtes bloqué dans la souffrance. Le chemin vers votre pouvoir se trouvera en prenant vos responsabilités. Votre cœur, votre vie, votre bonheur relève de votre responsabilité et de votre responsabilité uniquement. J'adore celle-là. Échouer tôt, échouer souvent, échouer à aller de l'avant. Vous savez, c'est toujours un peu frustrant pour moi quand les gens ont une relation négative à l'échec. L'échec joue une part importante dans votre capacité à réussir. Vous devez être à l'aise avec l'échec. Vous devez réellement rechercher l'échec. C'est au cœur de l'échec que se trouvent toutes les leçons. Quand vous allez au sport et que vous bossez dur, en réalité, vous cherchez l'échec. Vous voulez amener votre corps dans ses retranchements parce que c'est là que se trouve l'adaptation. C'est là que se trouve la croissance. Les gens qui réussissent échouent énormément. Ils échouent beaucoup plus qu'ils ne réussissent. Mais ils tirent des leçons de l'échec. Et ils utilisent l'échec, son énergie et sa sagesse pour passer à une phase suivante de la réussite. Vous devez tenter votre chance. Vous devez vivre aux limites de vos capacités. Vous devez vivre au stade où vous êtes presque certain que vous allez échouer. Mais voilà pourquoi vous devez vous entraîner. La pratique contrôle la peur. Vous atteignez vos limites, vous repoussez vos limites, vous repoussez vos limites. Vous ne pouvez pas soulever cette charge, vous ne pouvez pas faire ça jusqu'à ce que vous arriviez au point où tout d'un coup, votre corps fait l'ajustement. Et alors vous y arrivez. L'échec vous aide en fait à reconnaître les domaines dans lesquels vous devez évoluer. Alors, échouez tôt, échouez souvent, échouez à aller de l'avant. Je pense qu'il y a une
une certaine qualité délirante que tous les gens qui réussissent doivent avoir. Vous devez croire que quelque chose de différent peut se passer. Je crois, et j'ai appris très jeune de mes parents, absolument, que vous n'essayez pas de construire un mur. Vous n'entreprenez pas de construire un mur. Vous ne vous dites pas, je veux construire le plus grand, le plus fou, le plus grand mur qui n'ait jamais été construit. Ça ne marche pas comme ça. Vous vous dites, je vais poser cette brique aussi parfaitement qu'une brique peut être posée. Il n'y aura pas une seule brique sur la surface de la Terre qui sera mieux posée que cette brique que je vais poser dans les 10 prochaines minutes. Et vous faites ça tous les jours. Et ensuite, vous avez un mur. Je pense psychologiquement que l'avantage que j'ai eu qu'en tout cas que cet état d'esprit me donne par rapport à beaucoup de gens avec qui j'ai été en compétition dans différentes situations, c'est qu'il est difficile de faire le premier pas quand vous voyez les choses de manière globale. La tâche n'est jamais trop grande pour moi car je vois toujours une brique après l'autre. Mon père possédait en fait une ancienne boulangerie. Quand j'étais petit, mon père était électricien et frigoriste. Nous faisions les installations dans les supermarchés. Nous installions de longs congélateurs dans les supermarchés et toutes les lumières. C'est ce que nous faisions chaque vacances d'été. Alors cette année-là, mon père avait son magasin et il a décidé pour une raison ou pour une autre, qu'il voulait un nouveau mur pour la devanture de son magasin. Donc il a probablement démoli le bas à peu près 3 mètres de haut et environ 6 mètres de long. Il a complètement tout démoli. Le mur était à terre. Et mon frère et moi avons dû creuser un trou de 1,80 m pour la fondation. Nous mélangions le béton à la main. Et pendant 1 an et demi, nous avons construit ce mur. Pendant 1 an et demi, tous les jours après l'école, nous venions mélanger du béton, le mettions dans le trou. Il n'y avait que moi et mon frère. Et je me souviens d'avoir regardé ce mur en me disant, il va y avoir un trou ici pour toujours. Et 1 an et demi plus tard, nous avons posé la dernière brique. Et mon père s'est mis à l'écart de mon frère et moi. Et je sais qu'il avait prévu de dire ça. Il dit que non, mais je sais qu'il avait prévu et qu'il avait envie de nous dire ça depuis 2 ans. mais il nous a fait regarder le mur. Il nous a regardé, mon frère et moi, et nous a dit, ne me dites plus jamais que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Et il est rentré dans la boutique. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je me suis dit que ce gars était fou. Quelque chose ne tournait pas rond chez lui, qu'on devait sortir de là. Je viens de voir cette citation de Rumi que j'adore. Enflammez votre vie et cherchez ceux qui attisent votre flamme. La traduction de Philadelphie, c'est « Ne traînez pas avec des plaisantins qui ne vous aident pas à briller ». La condition préalable pour passer du temps avec n'importe qui est qu'ils vous nourrissent et vous inspirent, qu'ils nourrissent votre flamme. Regardez vos 5 derniers messages. Est-ce que ce sont des gens qui nourrissent votre flamme? Ou est-ce que ce sont des gens qui éteignent votre feu? Posez votre téléphone 1 seconde et regardez autour de vous. Regardez les gens autour de vous. Ces gens attisent votre feu? Ou est-ce que ces gens jettent de l'eau dessus? Les gens avec qui vous passez du temps vont nourrir ou briser vos rêves. Tout le monde ne mérite pas d'être dans votre entourage. Vous devez apprendre et défendre votre lumière avec votre vie. Alors, qui sont les gens autour de vous qui attisent votre flamme? La seule chose que je vois qui soit nettement différente chez moi, c'est que je n'ai pas peur de mourir sur un tapis de course. Vous voyez? Je vais courir. Je ne serai jamais épuisé. Point final. Vous voyez? Vous pourriez avoir plus de talent que moi, vous pourriez être plus intelligent que moi, vous pourriez être plus sexy que moi, vous pourriez être toutes ces choses de plus que moi, dans 9 catégories. Mais si nous montons sur un tapis de course ensemble, il y a 2 choses. Soit vous arrêtez en premier, soit je meurs. C'est vraiment aussi simple que ça. Vous comprenez? Donc, pour en revenir à la question sur si les gens essaient de m'empêcher d'avancer, dans ce cas-là, il y aura 2 options. Si je ne remonte pas en scène, c'est que je suis mort. Vous voyez? Vous ne pourrez jamais m'épuiser. C'est un concept tellement simple et basique. Le gars qui
qui est prêt à se démener le plus sera celui qui aura le plus de balles dans son camp. Vous voyez, la majorité des gens qui n'arrivent pas à l'endroit où ils veulent aller ou n'atteignent pas les objectifs qu'ils recherchent dans ce business repose exclusivement sur le travail acharné. C'est strictement basé sur le fait de charbonner. C'est strictement basé sur le fait qu'ils ratent des opportunités cruciales. Je le dis tout le temps, si vous restez préparé, vous serez toujours préparé. Je parlais à une amie à moi et nous parlions de l'estime de soi. Et nous parlions de la façon dont nous avons tendance à fonder notre estime de soi sur ce que les autres pensent. Et ce n'est pas vraiment de l'estime de soi. L'estime de soi est censée être ce que nous ressentons vis-à-vis de nous-mêmes. Et je lui disais justement à quel point c'est dangereux de permettre à d'autres personnes de déterminer ce que nous allons ressentir vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est un peu comme regarder dans un miroir cassé. Vous allez regarder dans un miroir et ensuite changer votre visage pour essayer de paraître bien dans ce miroir souillé, brisé, ce miroir cassé. Et l'opinion des autres est une manière vraiment néfaste de déterminer comment nous nous sentons vis-à-vis de nous-mêmes. Je pense que mes deux parents et mes grands-parents étaient tous deux des battants. Vous voyez, ma mère travaillait pour le conseil scolaire de Philadelphie. Donc, en grandissant, nous ne pouvions pas dire « yo ». Vous savez, on sortait de la maison en courant et on criait des trucs à nos amis genre « yo les gars, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et ma mère disait « vous remontez, c'est fini pour vous, remontez dans cette maison ». Et on remontait à la maison et on s'asseyait et on pleurait. Et ma grand-mère entrait et nous disait « mais bébé, vous savez que yo est un gros mot ». Il y avait des règles très spécifiques. Il y avait un désir constant d'être meilleur. Nous n'avons pas grandi avec le sentiment que là d'où nous venions définirait ce que nous pouvions devenir. Nous avons grandi avec le sentiment que là d'où nous venions n'avait presque pas d'importance parce que nous pouvions devenir quelque chose de plus grand. Et je me souviens toujours que ma grand-mère et mon père et ma mère disaient « c'est super bébé, tu as fait un très bon travail. C'est incroyable, félicitations. Et c'est ça la prochaine fois. » Vous voyez, ils nous en demandaient toujours un peu plus. Je ne veux pas être une icône. Je veux être une idée. Vous savez, je veux représenter une idée. Je veux représenter le champ des possibles. Je veux représenter la magie. Vous voyez, vous êtes dans un univers où 2 plus 2, ça fait 4. 2 plus 2 font 4 seulement si vous acceptez l'idée que 2 plus 2 égale 4. 2 plus 2 vont être ce que je veux qu'ils soient. Il y a un certain pouvoir rédempteur dans le fait de faire un choix. Plutôt que de se sentir comme si vous étiez juste une conséquence de la vie. Faites un choix. C'est à vous de décider ce que vous allez faire, qui vous allez être, comment vous allez le faire. Décidez simplement. À partir de ce point-là, l'univers va vous laisser votre place. Donc pour moi, je veux représenter les possibilités. Je veux représenter l'idée que vous pouvez vraiment réaliser ce que vous voulez. L'un de mes livres préférés, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et je crois que je peux réaliser tout ce que je veux, qu'importe ce que je veux réaliser. Si je m'y penche à tête reposée, que j'étudie et j'apprends les modèles de fonctionnement, et j'ai la ferme conviction que nous sommes ce que nous choisissons d'être. Dans quelle mesure la peur nous empêche-t-elle de saisir les perspectives de la vie? La peur s'est mise partout. Vous voyez, s'il y a un concept avec lequel je suggérerais aux gens d'avoir une confrontation quotidienne, c'est la peur. Le problème avec la peur, c'est qu'elle vous ment. Vous voyez, la peur vous dit « Hey, si tu dis ça à cette fille, elle saura qu'elle te plaît. »
Et elle ne sera jamais vraiment attirée par toi si elle sait à quel point elle t'attire. Ne lui dis pas non. Tu arriveras à lui plaire si quand elle passe, tu ne la calcules pas. Ignore-la. Vous voyez, la peur te dit des trucs idiots comme ça. Pour moi, la confrontation quotidienne avec la peur est devenue une véritable pratique pour moi depuis 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai fait du saut en parachute à Dubaï. Ok? Et le saut en parachute est une confrontation très intéressante avec la peur. Ok? Alors, je dois me lever. Ok? Donc, vous prenez un verre avec vos amis. Et l'un d'entre eux dit, mais qu'on devrait aller faire du saut en parachute demain. Et vous répondez, yeah, carrément, on devrait aller faire du parachute demain. Ouais. Et cette nuit-là, vous êtes allongé dans votre lit, seul, et vous vous levez en sursaut. Vous êtes terrifié, vous n'arrêtez pas de vous imaginer encore et encore en train de sauter d'un avion. Et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous feriez ça. Et vous êtes couché là et vous passez la pire nuit de votre vie. Vous vous réveillez le lendemain, vous descendez, vous rejoignez vos amis au point de rendez-vous, et tout le monde est là. Alors vous montez dans le van, mais vous ne savez pas que vos amis ont passé la même nuit que vous, parce que eux aussi font semblant de l'avoir déjà fait. Ils sont en mode, ouais, mon oncle est dans la Navy, ça va être dingue, j'attendais que ça. Et vous vous dites, oh mon Dieu. Et votre estomac est tellement noué que vous ne pouvez rien avaler du tout. Mais vous ne voulez pas être le seul minable qui ne saute pas de cet avion. Alors vous vous installez. Et alors qu'on vous fait le briefing de sécurité, vous êtes installé là. Le mec vous explique ce que vous devez faire si le parachute ne s'ouvre pas. Et vous dites, quoi? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors l'avion vole, vous montez jusqu'à 14 000 pieds. Et vous savez qu'il y a un signal d'alarme. Il y a le rouge, le jaune et le vert. Et là, tout de suite, la lumière est rouge. Mais à ce moment-là, vous commencez à réaliser qu'à un moment, la lumière va devenir verte, mais vous ne savez pas ce qui va se passer, ok? Alors vous attendez, elle devient jaune et la lumière devient verte. Et quelqu'un ouvre la porte. Et à ce moment-là, vous réalisez que vous n'avez jamais été dans un putain d'avion avec la porte ouverte. Et vous avancez. Et le mec commence à avancer avec vous jusqu'au rebord. Et vous êtes là, debout, vos orteils sont sur le bord. Et vous regardez en bas, la mort dans l'âme. Et ils disent à 3. Et ils disent 1. 2, et vous poussez à 2 parce que les gens s'accrochent à toi et vous criez. Vous tombez de l'avion et en 1 seconde, vous réalisez que c'est l'expérience la plus heureuse de votre vie. Vous êtes en train de voler. Vous voyez, vous n'avez pas l'impression de tomber. Vous voyez, c'est comme si vous étiez actuellement en quelque sorte retenu par le vent. Et là, vous commencez à tomber. Vous tombez. Vous ressentez zéro peur. Vous réalisez que votre point de danger maximum et votre point de peur minimum. C'est le bonheur suprême. C'est le bonheur suprême et vous êtes en train de voler, ébahi. Vous voyez, et vous êtes dans votre truc. Et 20 secondes après, 25 secondes après, 40 secondes après, vous avez même assez de temps pour vous dire, oh purée, je reconnais ce bâtiment. Ah non, ce n'est peut-être pas celui-là. Oh cool, je peux voir l'océan. Et la leçon pour moi était, pourquoi avais-tu peur dans ton lit la veille au soir? Pourquoi? À quoi t'a servi cette peur? Pourquoi avais-tu peur dans ton lit 16 heures avant que tu ne sautes? Pourquoi as-tu peur dans la voiture? Pourquoi n'as-tu pas profité de ton petit déjeuner? En quoi avais-tu besoin de cette peur? La peur de quoi? Vous n'étiez même pas encore près de l'avion. Tout ce qui s'est passé avant que vous sautiez ne méritait pas d'être envahi par la peur. Ça n'a fait que gâcher votre journée. Vous n'étiez pas obligé de sauter. Mais à ce moment-là, tout à coup, le moment où vous deviez être terrifié devient l'expérience la plus heureuse de votre vie. Et Dieu place les meilleures choses de votre vie de l'autre côté de la terreur. De l'autre côté de votre peur maximale se cachent les meilleures choses de votre vie. Alors j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que les conseils pour réussir de Will Smith vous ont inspiré et motivé. Alors moi je retiens 2 choses de la vidéo de Will Smith. Dans un premier temps, c'est sa ténacité. Vous savez, lors justement du coup de la première saison du Prince de Bel-Air, c'était la première fois en fait qu'il faisait de la comédie, qu'il devenait acteur. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a appris tout le script par cœur. C'est-à-dire le script et les parties de chacun des autres
autres acteurs parce qu'il avait peur d'oublier son texte. Il est tenace et justement, il ne se donne jamais de limite à l'excellence. Quand on parle de hasard et quand on aborde la réussite, le hasard n'existe pas. C'est la rencontre de la préparation et de l'opportunité, rien d'autre. Alors effectivement, si vous vous préparez, vous serez toujours prêt à accueillir les opportunités quand elles se présenteront à vous. Alors le deuxième point qui m'a énormément marqué et dont j'aimerais en tout cas que vous appreniez énormément de Will Smith, c'est sa gestion de la peur. Il déteste avoir peur. Et parce que justement il déteste ce ressenti qu'il a eu toute sa vie, il a décidé de toujours faire face à ses peurs, de ne pas faire comme si elles n'existaient pas, mais justement d'y faire face parce que pour lui, le bonheur se trouve de l'autre côté de la peur. Et il a raison. La peur est normale. Que vous ayez peur avant de vous lancer, avant de faire quelque chose qui vous tient à cœur, ça veut dire que ça vous challenge et que c'est quelque chose qui est important pour vous. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de se laisser dépasser par la peur, de la laisser prendre la main sur notre vie, de la laisser prendre les décisions à notre place. Continuez à poser de petites actions tous les jours qui vont vous permettre de dépasser cette peur, qui vont vous permettre de dédramatiser quelque chose en fait que nous vivons tout simplement dans nos têtes. Beaucoup de gens ont tellement peur, ils sont tellement animés par leur peur qu'ils passent leur vie entière à fuir quelque chose qui ne leur court même pas après. La peur ne vous court pas après, la peur est juste une illusion. Permettez-vous de regarder ce qu'il y a au travers de cette illusion. La peur du futur est une perte, un gâchis de votre présent. Alors permettez-vous de vivre au présent. Je crois en vous sincèrement. Je sais que c'est pas facile tous les jours, mais je crois en vous, je crois en votre potentiel, je crois en votre talent. Alors permettez-vous de cultiver la grandeur dans votre vie, s'il vous plaît, parce que vous le méritez. Alors j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous tout de suite à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à me dire quel conseil a fait écho en vous. Comment est-ce que vous metteriez en place les conseils pour réussir de Will Smith dans votre business ou dans votre vie personnelle maintenant? Je tiens aussi à vous remercier. Je ne cesserai jamais de vous dire merci. Tout simplement pour vos abonnements, pour vos likes, pour l'amour que vous me partagez, pour le fait de faire grandir cette communauté qui est très très importante pour moi, mais aussi pour vous. Et je tiens à vous remercier parce que je vous vois commencer à miser sur vous, à avoir foi en vous, croire en votre potentiel et vous permettre de briller. Et ça, c'est juste un grand accomplissement. Alors, en tout cas, je vous laisse avec un petit bonus à la sauce Will Smith. Pensez à remplir aussi le petit sondage qui est en début de description si vous voulez que j'aborde un mentor en particulier ou si vous voulez tout simplement me partager quelque chose. Je vous laisse découvrir ce petit bonus à la sauce Will Smith et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, soyez vous, soyez vrai, soyez complètement imparfait. À très vite. Je suis motivée par la peur. La peur de quoi? La peur de la peur. Je déteste avoir peur de faire quelque chose. Je déteste ce sentiment. C'est le sentiment que j'avais avant que j'ai eu une réunion avec Quincy Jones. Parce que vous savez, Quincy et un type nommé Benny Medina et Jeff Polan sont venus avec l'idée du Prince de Bel-Air. Et j'ai détesté avoir peur. Vous savez, au point où je ne voulais même pas me rendre à la réunion. Et il y a eu des opportunités pendant ma première année en tant que rappeur. Bill Cosby et les gens du Cosby Show avaient vu mes clips et m'avaient appelé pour venir essayer un rôle sur le Cosby Show. Et à chaque fois que le rendez-vous était pris, pour une raison quelconque, je ne pouvais pas y aller. La peur. Je détestais juste le fait d'avoir peur de faire quelque chose. Et je pense que ce qui s'est développé à mes débuts, c'était l'attitude où j'ai commencé à m'attaquer aux choses dont j'avais peur. Vous savez, si j'étais à l'Arsenio Hall Show, je me souviens de la première fois où j'ai assisté à l'Arsenio Hall Show et que je me sentais vraiment émue. Je me sentais minuscule. À l'Arsenio Hall Show, Hollywood était tellement plus grand que la musique que je faisais. J'étais effrayée. Et j'ai marché droit devant moi et j'ai foncé jusqu'à l'Arsenio en mode « Qu'est-ce qui se passe, les gars? Je suis Will Smith, je serai un grand dans une minute. Vous ne connaissez pas encore, mais je suis né pour briller. » Et vous savez, j'ai commencé à développer l'habitude de m'attaquer aux choses dont j'avais peur.
Bonita, Nanjia, como vai? Vanga, vanga. Bonita, Nanjia, como vai? Vanga, vanga. Bonita, Nanjia, como vai? Vanga, vanga. Bonita, Nanjia, como vai? Vanga, vanga.